Bon, les amis, il est 22h37, ma journée est terminée. Je vais pouvoir vous faire cette petite vidéo que je m'étais noté de faire en fin de journée. Quand j'aurai fini mes trucs importants, vous aurez lu le titre qui a remplacé The Family. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je parle de ce sujet, parce que tous les entrepreneurs ont plus ou moins une raison forte d'avoir monté une boîte, et j'estime que The Family est probablement l'un des éléments les plus déterminants, a été l'un des éléments les plus déterminants pour moi. Si vous savez pas qui je suis, je m'appelle Théo, j'ai 27 ans et j'ai monté une formidable boîte qui s'appelle Kodak, qui est une agence qui fait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et qui est sur la route pour faire à peu près entre 30 et 40% de plus cette année. Voilà, donc ça fait 5 ans que la boîte existe et je pense que j'ai découvert TF quand j'avais genre 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Et ça a eu un impact colossal sur moi, et j'ai pu constater d'ailleurs, au fur et à mesure que j'ai rencontré des gens qui ont monté des boîtes dans cette même phase-là, que ça n'a pas juste été un impact personnel, ça a été vraiment générationnel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute une catégorie d'entrepreneurs, s'ils ont monté leur boîte entre... Alors moi je suis arrivé sur la fin de Family, je pense que j'ai dû découvrir en 2000... ouais, allez, 2019, 2018, 2019, c'était déjà installé depuis longtemps, je crois que c'est 2013. Il y a tous ces gens qui ont monté des boîtes à partir de 2014-2015, je pense qu'ils avaient 100% de taux d'awareness sur les entrepreneurs. Et ils n'avaient pas juste ça, ils avaient aussi tous ce genre de sentiment assez intense pour cette boîte. Alors c'était souvent de l'amour, mais aussi parfois de la haine, on l'a découvert par la suite, avec tout ce qui s'est un peu passé dans l'écosystème, et je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, c'est pas du tout l'objectif. Moi j'ai envie de parler de Family en tant que ce que ça incarnait chez chacun des membres de leur public. Donc je ne vais même pas pour les boîtes qui ont été accompagnées par The Family, je vais dire tous les gens qui ont consommé du contenu et tirer de la valeur de plus ou moins ce qu'ils ont fait. Parce que j'estime que c'était un rôle qui était hyper clé, qui a été extrêmement clé dans ma décision de me lancer. Et aujourd'hui, en fait, je me suis juste posé la question de pourquoi est-ce que, en fait, dans notre écosystème aujourd'hui, donc 2025, il y a beaucoup plus de gens qui font du contenu entrepreneurial, et pourquoi je n'ai jamais ressenti la même chose que ce que je ressentais à l'époque quand je regardais les vidéos d'Oussama, c'est-à-dire l'envie de déglinguer le monde et d'abandonner une voie très confortable qui était celle moi j'ai fait HEC, hein, donc je partais sur c'est pas comme si j'avais pas de carrière, si je montais pas de boîte, j'étais pas dos au mur du tout. J'ai quand même eu envie d'abandonner cette route toute tracée pour suivre la voie d'un mec dont j'avais entendu des conférences sur internet. Donc je voulais vous expliquer dans cette vidéo euh, quelles sont selon moi les 4 caractéristiques qui étaient incarnées par deux familles qui ne le sont plus aujourd'hui, combinées de la même manière chez aucun créateur de contenu, aucun autre acteur. Et je reprécise, je suis pas là pour parler du business model des incubateurs, The Family a certainement été remplacé par plein d'autres boîtes. Je ne connais pas du tout ce marché, mais par contre le contenu game entrepreneurial, je le connais beaucoup mieux. Et donc, d'abord, voilà, donc les 4 choses, je vais vous les expliquer juste après. Ensuite, j'ai envie de quand même insister sur certaines personnes qui le remplacent partiellement. Et enfin, je vais expliquer comment moi j'ai comblé ce manque, c'est-à-dire comment je prends des choses dans mission, avec d'autres choses qui ne sont pas des contenus entrepreneuriaux, je vous en parle juste à la fin. Donc, déjà, petite précision pour ceux qui connaîtraient ma gueule mais ne connaîtraient pas cette chaîne, vous serez certainement un peu surpris de découvrir que ça n'a pas été publié sur la chaîne principale. Pourquoi Eh bien parce que j'avais besoin de me faire un petit labo de test d'idées qui n'était pas forcément compatible avec la ligne éditoriale qui est en train de prendre la chaîne principale, qui est globalement de faire des films, ce que j'adore faire, mais qui m'empêche d'avoir des feedbacks un peu en direct sur plein d'idées que j'ai envie de tester, et j'ai une liste de sujets énorme. Donc je voulais vous les servir sur le format des trucs qui ont l'air de fonctionner en ce moment sur notre niche, donc de contenu entrepreneurial, qui sont plus ou moins des formats un peu naturels, et plutôt axés autour des idées que des montages frénétiques. Voilà, donc peut-être que je déplacerai ces formats-là sur la chaîne perso si jamais ça fonctionne bien. En tout cas, pour l'instant, je vous invite à me dire si sont des choses qui vous plaisent, et s'il faut que j'y accorde du temps, parce que je peux clairement faire ça à la fin de chacune de mes journées. J'ai plein de choses à vous raconter. Bon, déjà, on revient à notre sujet du jour. The Family, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. En fait, ce qui est un peu piégeux avec The Family, c'est qu'en fait, c'était plein de choses. Ça a commencé évidemment comme un genre de... Alors, je caricature, un genre de copie de YC, mais dans l'écosystème européen. Donc, YC, c'est Y Combinator. Aux États-Unis, c'est le plus gros incubateur de startups du monde. Et la vision de base, c'était plus ou moins d'importer, j'ai l'impression, la culture startup en France. Et pour le coup, ça a été quelque chose qui a été, alors j'estime, assez successful, qui m'a beaucoup plu. Moi, quand je regardais ces contenus-là, c'est parce que je voyais The Family comme le pont outre-Atlantique
toute la connaissance qui à l'époque transitait mal, et surtout en fait un genre de créateur de vocation assez fascinant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé leur trajectoire de vie après la rencontre avec un contenu de famille et un contenu de Oussama. En fait, il faut le dire, c'était principalement ça qui était la présence sur Internet, quoi. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup apprécié l'angle. Je pense que c'est ça qui a plu à beaucoup de monde. Le fait d'accepter très clairement que le point de départ d'un acte entrepreneurial, c'était un état d'esprit. Donc, c'est en fait, ils ont réussi à rendre un sujet qui sur le papier est très corporate, professionnel, création de boîte, où tu vas demander, je pense, à un acteur classique ce que c'est créer une boîte, il va dire c'est poser les statuts d'une entreprise. Et ils se sont dit non, mais c'est d'abord devenir entrepreneur et entreprenant, quoi. Et donc ça a rendu en fait le sujet grand public tout à coup, et ça fait que moi j'ai consommé ce sujet-là alors que j'avais aucune envie de monter une boîte, j'avais aucune boîte, et je pense que j'ai maté 200 heures de contenu d'Oussama avant d'avoir la moindre structure juridique sur laquelle exercer les trucs qu'il racontait dans ses vidéos. Donc, pour moi, ça incarnait ça. C'est-à-dire du contenu en ligne qui t'expose à de la connaissance startup et à des façons de penser entrepreneuriales. Donc, je vous fais pas la fin de l'histoire. De Family, globalement, n'occupe plus ce rôle aujourd'hui dans l'écosystème. De Family existe toujours, il me semble. Mais par contre, le De Family qu'on aimait, celui qui faisait beaucoup de contenu sur Internet, n'existe plus. Et paradoxalement, la quête n'a pas été abandonnée. Enfin, il n'y a pas personne qui a repris le flambeau. Il y a une prolifération assez énorme de créateurs de contenu business. Et il y a même des créateurs en fait qui touchent beaucoup plus de contenu que les conférences d'Oussama à l'ancienne. Il y a ça faisait je me souviens plus, mais je crois que ça faisait quand même des gros bangers en fait, hein, les conférences d'Oussama. Je me souviens de certaines qui avaient 400-500 000 vues, mais en moyenne ça faisait je ne me souviens pas le souvenir de voir des trucs qui au bout d'un certain temps ne faisaient pas 100 000 vues. Aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu business qui ont rendu le sujet au grand public, qui en fait ont fait perdurer cet héritage et qui touchent plus de gens. Et pourtant, pourquoi est-ce que j'estime que c'est pas la même chose que ce qui se passait à l'époque? C'est parce que selon moi, il y avait 4 choses qui étaient incarnées par The Family et qui n'ont pas été, le flambeau n'a pas été repris sur ces aspects-là. Donc la première chose, c'est l'indépendance d'esprit. Quand tu matais Oussama, t'avais l'impression qu'il parlait une langue que seul lui maîtrisait. C'est-à-dire que si tu veux avoir une discussion avec quelqu'un dans cette langue, tu pouvais que écouter ce gars-là. Il rendait en fait tous les autres discours obsolètes. Donc tu pouvais en fait tout binge-watcher de sa chaîne. Quand une fois que t'avais maté un truc, tu pouvais plus mater les autres, tu pouvais plus mater Oussama, et donc t'attendais qu'il sorte une vidéo et t'étais comme un ouf. Et donc il avait vraiment réussi à créer un discours qui était en marge, qui semblait radicalement différent. Et t'avais l'impression en fait d'appartenir à une tribu quand tu matais The Family, genre d'avoir accès à une connaissance de ouf, et en fait personne n'était au courant de tes trucs, mais enfin personne n'était au courant de c'était quoi la vraie façon de faire une startup, qui était en fait la conception d'Oussama. Et je me souviens très bien que ça me montait un peu à la tête. Moi, du coup, j'ai fait HEC après prépa, et ensuite j'ai fait HEC entrepreneur. C'est XHEC entrepreneur même. Donc sur le papier, j'ai un diplôme de Polytechnique que bien sûr je ne clamerai jamais haut et fort, parce que c'est comme les admissions parallèles qui disent qu'ils sont diplômés d'HEC. Il y avait un HEC qui avait dit dans un concours d'éloquence que les admissions parallèles sont ce que la couenne est au jambon. On est servis ensemble, mais pas tout le monde en mange. Donc, je n'assumerai pas ce diplôme de l'X. Fin du détour. Tout ça pour dire qu'il y avait eu des oraux pour être sélectionné à ce master-là. Et je me souviens être arrivé plein de confiance et avoir défendu le fait qu'il fallait pas faire de business plan. Alors que j'étais quand même freelance à l'époque. J'avais une petite activité, mais j'avais pas créé une entreprise de ouf, quoi. Mais je me souviens que j'y croyais dur comme fer, parce que j'avais tellement maté Oussama que j'étais capable de défendre le truc. Ça avait vraiment matrixé l'esprit, en fait. Ils avaient poussé des idées et des concepts qui étaient très nouveaux. Et en fait, il y avait quelque chose qui émanait de Family, c'était énormément de courage. Il faut quand même avoir des balls en acier trempé pour dire en public, la BPI ça pue le cul. Je me souviens, c'était vraiment des énormes tchads. Et en fait, cette indépendance d'esprit pure, je la retrouve pas aujourd'hui beaucoup, en grande quantité dans l'écosystème entrepreneurial. Et j'ai l'impression que ça a plutôt été remplacé par de la provoque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire des trucs différents, mais ils les font toujours en opposition à quelque chose. Et en fait, c'est des gens où quand ils font des contenus, tu vois qu'il y a quelqu'un qui leur a donné le conseil, ou qui l'ont lu eux-mêmes, qu'il fallait être clivant. Et ça se sent, en fait. Et c'est un peu forcé. Ils vont se construire, en fait, contre quelque chose. Et pour ceux qui suivent mes contenus, vous savez que je dis cette métaphore tout le temps, vous savez que contre, c'est une notion qui veut dire à la fois en opposition à quelque chose, mais c'est aussi en appui sur quand t'es contre un mur.
si tu retires le mur, bah, tu te pètes la gueule. Donc en fait, tu ne vis que si le truc contre lequel tu t'opposes existe. Et j'avais pas l'impression que c'était The Family. Enfin, c'était en effet ce qui résultait de Family, parce que c'était des choses différentes qui en fait du coup étaient un peu contre des choses existantes. Mais ils ne sont pas constitués en disant, oh, vas-y, on est contre, boum, 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 boum. C'est des gens qui en fait naturellement étaient tellement singuliers que il en émanait un truc qui était unique. Et alors t'aimais pas, et c'était foncièrement unique. Et donc je vous recommande d'ailleurs ce petit essai de Paul Graham qui s'appelle How to Think for Yourself, qui parle de l'indépendance d'esprit et qui explique que justement tu deviens en fait ce qu'il appelle independent mindedness. Tu deviens pas comme ça en t'opposant à une norme, mais en fait en ignorant la norme. Et en fait ça transpirait dans les contenus de Family et je l'ai jamais retrouvé en si grande quantité chez d'autres créateurs de contenu. Seconde chose, The Family et Oussama, et surtout Oussama d'ailleurs, c'était avant tout un produit marketing. Mon travail en fait de Kodak, vous le savez peut-être pas, c'est d'accompagner mes clients sur de l'acquisition en ligne. Et là-dessus, en fait, on se rend compte souvent qu'il y a un problème, c'est que l'offre n'est pas assez différenciée, c'est qu'en fait, c'est pas des gens qui ont construit quelque chose de singulier qui du coup se démarquent naturellement quand tu le montres. Et donc finalement, le travail que les gens pensent qu'on fait, c'est qu'on fait de l'optimisation de campagne méta Google, en fait, c'est pas du tout ça. On accompagne les gens à trouver un produit qui, peu importe les conditions dans lesquelles tu vas le montrer, il va plaire. Enfin, il va attirer l'attention et idéalement se vendre. Donc, Oussama, c'est un produit marketing qui typiquement relève de ça. Il est obèse. Donc déjà, il s'appelle Oussama. Il est éloquent comme t'as jamais vu. Et tu vois une réunion de tout ça dans un contenu. Et en fait, naturellement, tu l'as vu une fois, tu peux plus l'oublier. Et en fait, t'as pas besoin de le voir 100 fois pour t'en rappeler. Il y a un mec aux États-Unis d'ailleurs, je trouve qu'il incarne bien pour le coup ça, c'est Alex Hormozy. En fait, c'est la même chose. Tu l'as vu une fois, t'as vu un mec avec des épaules, ça fait la taille des ballons de foot, et qui te raconte des trucs intéressants sur les entreprises. Et bah tu t'en rappelles en fait. Ah ouais, le mec hyper gainé, en débardeur, avec son short là et ses crocs. Et c'est dans sa brande. Aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y a des gens qui, au moins dans la sphère contenu business, aient autant assumé le fait d'être un produit marketing à ce point-là. Ils sont pas, en fait, on en revient un peu à ce que je vous disais avant, ils sont pas assez, je les trouve pas hyper différenciés, parce qu'il y a vraiment le phénomène, je pense que vous le constatez aussi si vous aimez comme moi le contenu qui se fait sur ce sujet, il y a vraiment le phénomène du clone. Il n'y a pas beaucoup de créateurs qui se démarquent, c'est-à-dire que tout le monde copie à peu près les mêmes miniatures, les mêmes formats, dans le fond. Donc ça c'est plutôt pour revenir sur le premier point qui était l'indépendance d'esprit, mais aussi dans la forme. C'est en fait il y a des miniatures sur le titre, quand tu les vois tu les as vues 100 fois. Et je trouve qu'en fait les personnages marketing ont jamais été aussi travaillés qu'avait été travaillé Oussama. Je sais pas s'il a besoin de le travailler, mais en tout cas j'ai jamais vu des trucs aussi des mecs aussi viraux en fait, simplement juste par qui ils sont. Et qui ont autant pris au sérieux le fait que c'était un discours intéressant, c'est ça d'ailleurs qui était si incroyable avec The Family, c'était un discours super intéressant mis dans un packaging marketing qui était génial, et qui était simplement voilà. Et donc aujourd'hui en fait le seul effort qui est fait par les créateurs de contenu sur cette partie être soi-même un produit marketing, je trouve, c'est le storytelling qui a été vu et revu, qui est de zero to hero. J'étais une grosse merde au RSA et puis désormais me voici millionnaire, achète ma formation. C'est un peu plus compliqué que ça de construire des personnages profonds, et je trouve que c'était là où ça m'a été intéressant. Il y avait plein de dimensions qui étaient cool. Il en parlait régulièrement dans les contenus, sur son enfance, sur ses expériences dans la Silicon Valley, les boîtes où ça s'est pas bien passé, tout, etc. Il y avait de la profondeur dans ce personnage que je retrouve pas dans les expériences de vie des créateurs de contenu actuels. Si j'étais en train de me pencher sur le côté, c'est parce que je voulais attraper ce bouquin qui s'appelle La dramaturgie de Yves Lavandier. J'avais pas retenu son nom. Et qui simplement théorise pas mal de procédés, alors plutôt cinématographiques, qui font qu'un truc est intéressant à regarder. Je l'ai lu parce que quand j'étais en train de préparer la vidéo marathon, et notamment il y a une partie qui est intéressante sur les protagonistes, sur qu'est-ce qui fait qu'un personnage est intéressant, et notamment il y avait un truc que je trouvais cool, je me suis pas marqué la page donc je pourrais pas vous trouver le passage, mais il disait que les personnages ne sont intéressants que dans la mesure où ils ont un objectif et il y a un conflit. Et ce conflit n'est pas juste externe, donc c'est pas juste je suis pauvre, je veux devenir riche, et il y a des trucs qui m'en empêchent, c'est les conflits aussi internes, c'est j'ai telle caractéristique, et cette caractéristique interne m'empêche d'atteindre mon objectif, plus ou moins, et donc en fait j'entre dans ce qu'il appelle du coup un parcours initiatique,
qui est que le héros, en même temps qu'il atteint sa quête, il passe par une transformation, il n'en ressort pas pareil. Et il y avait, en fait, alors je sais pas si c'est exactement ce procédé-là qui était en jeu dans le personnage d'Oussama Hamar, mais il y avait, on sent qu'il y avait de la complexité. C'était un personnage, en fait, quelqu'un aurait pu l'écrire, un bon scénariste aurait pu l'écrire, ce personnage. Et je trouve pas qu'en fait, les gens aient autant assumé le produit, la partie produit marketing, en fait, simplement, qui va avec. Troisième chose, c'est l'ambition. Donc, en fait, le résultat aujourd'hui qui est produit par le contenu entrepreneurial sur l'audience, il est un peu différent de celui qui était produit à l'époque. En fait, avant, quand tu matais du contenu de Family, tu te disais, ok, je veux monter une startup avec une ambition de fou qui va conquérir le monde. Aujourd'hui, le résultat, quand tu mates un contenu business, c'est, je veux monter un business pour être libre financièrement. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste que le premier a disparu, n'a pas été repris par un porte-flambeau. Et c'est principalement ça, en fait, moi, c'est ce troisième point qui m'a énormément manqué, c'est-à-dire des gens qui avaient une ambition assumée et démesurée. Et en fait, je pense que la principale explication à ça, c'est que la typologie de gens qui font du contenu sur Internet sur ces thématiques business a changé. C'est beaucoup fait aujourd'hui par les coachs, je dis pas que c'est mal, mais ils font un contenu forcément qui va dans leur intérêt, et c'est 100% normal. Et donc il faut forcément du contenu qui avance leur propre intérêt. En fait, il faut bien comprendre d'ailleurs que c'est tout le monde, chaque personne qui fait un contenu sur Internet a un truc à vous vendre, entre guillemets, qui est pas toujours un produit, mais il y a quand même un bénéfice qu'il cherche à tirer de ce contenu-là. Et moi-même, là-dessus, je cherche à trouver des idées intéressantes, qui derrière, je vais pouvoir réutiliser sur ma chaîne principale, retravailler sur ma chaîne principale. Et ensuite, ce sont des choses qui me rendront plus connu auprès des fondateurs d'agences qui potentiellement, je l'espère, un jour, auront envie de s'associer avec moi et d'intégrer le groupe. Ça, c'est mon intérêt. Et donc, forcément, aujourd'hui, ceux qui ont le monopole de l'attention sur Internet sont des gens qui ont un biais, il faut qu'ils vous parlent de choses qui vous donnent envie d'acheter le truc qu'ils vendent. Ce qui est loin de moi l'idée d'en émettre un jugement moral. C'est juste pour expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Donc, le problème, en fait, c'est pas ce type de contenu en particulier, c'est qu'il y a peu d'autres voix qui se sont élevées sur d'autres sujets. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Guillaume Moubèche a, selon moi, fait choper une telle traction sur ses contenus récemment, sur des formats un peu similaires à ce que je suis en train de vous faire, c'est parce que le public avait besoin de ça et il y avait personne pour le faire. Donc en gros, c'est un mec qui a fait une boîte bootstrap, valorisée très cher, qui gagne de l'argent, c'est la partie la plus importante, qui fait 10 millions de EBITDA, et qui va arriver, qui a déjà, c'est très important ça, qui a déjà fait du cash out, donc un peu une liberté dans sa ligne éditoriale qui est plus importante, qui peut dire des trucs et assumer des conséquences, parce qu'il a déjà pris de l'argent, quoi. Et donc si jamais tout se pète la gueule, si jamais ça a un impact drastique sur son business, il aura pas rien gagné. Et donc le public était vraiment en recherche de ce type de contenu. En fait, pour synthétiser ce truc, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui veulent monter des boîtes, mais il y a beaucoup moins de gens qui veulent monter des énormes boîtes. Et c'était un thème qui était porté par The Family d'ailleurs. Mais il y a beaucoup moins de... Donc pour synthétiser le truc, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent monter des boîtes aujourd'hui, mais beaucoup moins de gens qui veulent monter des énormes boîtes. Et c'était un truc contre lequel The Family se battait, quoi. Qui était, je crois qu'ils appelaient ça la toxicité européenne, qui est que globalement l'ambition n'est pas forcément très bien vue en France. On va plutôt, on t'empêche un petit peu de voir grand pour plein de raisons et qui sont assez structurelles et surtout, je pense, culturelles aussi à notre cher continent européen qu'on aime bien malgré tout. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus personne pour mener vraiment ce combat et pour avoir le courage, en fait, d'assumer des trucs qui, plein d'ambition, quoi. Et surtout des gens qui ont assumé, qui en même temps c'était des créateurs de contenu. Parce qu'en fait, il y a plein de gens ambitieux qui montent des boîtes. Il y a personne qui s'est dit, ok, là, je vais inclure une partie significative de mon travail qui va être d'inonder YouTube, en fait, de mes idées et de façon honnête, pas juste pour en tirer un bénéfice pour mon entreprise. Et la quatrième chose, et c'est pour ça que il y a un truc, les petits malins que vous êtes normalement avec vos gros cerveaux, vous vous serez dit ok, mais The Family s'est arrêté, mais Oussama a continué à faire du contenu. Mais je trouve que les contenus d'Oussama aujourd'hui ne me font pas me sentir comme ceux de The Family à l'époque. Et je me suis posé la question, en fait c'était un peu ça en vrai le départ de ma réflexion, c'est pourquoi est-ce que c'était le cas. On passe au quatrième facteur, qui est selon moi le plus important, parce que les petits malins que vous êtes, avec vos gros cerveaux, vous serez certainement dit ok, The Family fait plus de contenu, mais Oussama fait toujours du contenu. Oussama n'a-t-il pas pris le relais de The Family? Eh bien, je trouve qu'à cause de ce quatrième facteur que je vais vous énoncer, ça n'est malheureusement pas le cas. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une place qui était occupée par The Family, qui était... alors, comment vous dire ça?
En fait, il y avait une crédibilité perçue qui était monstrueuse. En fait, ce qu'avait De Family, c'était l'impression qu'il y avait une institution qui était validée par les plus gros acteurs start-up. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ils ont eu Macron, il y a eu Sam Altman qui est venu, et enfin, la liste est certainement beaucoup plus longue que ça. Et ça, d'ailleurs, ça s'est vu dans les chiffres quand Osama a repris sa chaîne YouTube. Il a mis beaucoup de temps en fait avant de réavoir la portée qu'il avait sur The Family. C'est parce que c'est comme si en fait, tout à coup, c'était devenu, il avait perdu cette approbation du système d'un coup, et qui fait qu'en fait, maintenant c'est plus un truc un peu de rebelle, quoi, d'aimer The Family. C'était super paradoxal parce que c'était des gros pirates, mais en fait, ils avaient un discours qui était tellement validé par le système, hein, que ça rendait le truc assez attirant pour des gens qui étaient pas forcément super pirates dans l'âme. Et je me mets 100% dans cette catégorie-là, hein. Je suis un pur produit d'école de commerce. Ces éléments-là ont certainement contribué à ancrer plus profond dans ma tête tous les messages qui étaient portés par Osama. Je savais que c'était pas dit par un mec juste qui faisait des conférences par-ci par-là. C'est un mec qui avait un gros incubateur de start-up, qui recevait les plus grosses start-up US, qui était validé par des gros acteurs français. C'est des choses qui sont importantes si tu veux toucher le grand public, en fait, tous ces trucs-là. J'avais l'impression que c'était le meilleur incubateur, avec un cofondateur qui fait du contenu, et en plus, le cofondateur, il est super intéressant. Et donc, aujourd'hui, il y a juste plus la brique où le contenu est fait au sein d'une entité qui est perçue comme crédible, et donc c'est lié à cette rupture qu'il y a eu entre où c'est l'écosystème. Donc maintenant, répondons enfin, si vous êtes arrivé jusque-là, vous vous attendez peut-être la réponse à la question, qui a remplacé The Family? Eh bien, je trouve que sur le volet passage à l'action entrepreneuriale et éducation, business, globalement, c'est le YouTube Make Money. Pour répondre à cette question-là, facilement. Mais sur le fait d'encourager les fondateurs à faire des monstres, tout en donnant la perception d'être validé par le système, eh bien, je trouve qu'il y a personne qui a pris le relais. Parce que ça nécessite en fait un courage gigantesque, et ça c'est un truc qu'on ne pouvait pas leur retirer, qui est celle d'aller contre la vague française, en fait, qui en fait claque l'ambition vers le bas, et en fait assimile ambition et arrogance de façon c'est quasiment des synonymes, quoi. C'est très très mal vu de vouloir faire quelque chose de gros, de vouloir gagner de l'argent. Et en fait il n'y a pas d'acteur qui a, sans devenir une caricature, réussi à porter ces idées-là. Et parce que c'est aussi un jeu très dangereux. On voit comment ça a terminé pour The Family, dans un gros feuilleton. Voilà, donc en plus il y a un nouveau facteur à notre époque, et je pense qu'il rendra la tâche encore plus dure si quelqu'un a envie de reprendre ce flambeau-là, c'est que ça commence à se savoir que l'ambition startup super fade, quoi, entre souvent en conflit avec le fait de s'enrichir personnellement. C'était un secret de polichinelle, et c'est devenu assez compliqué à cacher. Donc maintenant c'est très difficile en fait de vendre du rêve à quelqu'un qui se renseigne. En gros, de façon très caricaturale, il y a plein de gens qui ont vendu leur boîte très cher mais qui n'ont pas pris grand chose. Et il y a plein d'exemples très récents là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à aller consommer le contenu de Guillaume sur, quand il parle de Biril, qui a un exemple récent de transaction qui a fait énormément de bruit et sur lequel en fait c'est pas si évident de lier ça à un cash-out énorme pour les fondateurs, malheureusement. Donc, conclusion de cette vidéo, j'ai quand même trouvé un remplacement sur les shots d'ambition. Et alors, les gens peuvent trouver que c'est pas important de prendre des piqûres d'ambition régulières, donc c'est-à-dire d'être exposé à la grandeur. Moi, je trouve que c'est hyper important parce que, donc, à titre personnel, moi, c'est ça qui me donne de l'énergie, qui fait que je peux travailler des heures sans m'arrêter. C'est quand j'ai l'impression de travailler sur un truc important, où j'ai la possibilité de faire quelque chose de gros. Et, eh bien, je suis allé chercher chez ces gens qui incarnaient ces valeurs que j'aimais bien, et en fait j'ai remplacé mes bouquins d'entrepreneuriat par ce genre de choses-là. Donc, je viens de commencer ça aussi, Graphique de Gaulle. Donc j'ai commencé, c'est pas une blague du tout, hein. Je vous dis, j'ai totalement changé mes lectures, j'ai arrêté de lire des bouquins d'entrepreneuriat, pas par choix, mais juste parce que ma curiosité naturelle m'a porté vers ces personnages-là qui incarnent des trucs que je ne retrouve pas aujourd'hui. Et j'aimerais bien que ce soit des entrepreneurs, j'aimerais bien que ce soit des entrepreneurs en plus français, parce que c'est ça aussi surtout qui était très incroyable, en fait, c'était tout ce qui était raconté, c'était la première fois que quelqu'un avait de l'ambition en français, quoi. Donc j'aimerais bien que Xavier Niel ait une chaîne YouTube. Malheureusement, il ne l'a pas. Et en fait, il faudrait que quelqu'un... En fait, quand vous réfléchissez, ça reprend les 4 caractères que je vous disais. Donc, on les reprend dans l'ordre. L'indépendance d'esprit. Je vais pas vous faire un dessin sur pourquoi est-ce que Napoléon avait des idées très uniques, notamment dans un contexte post-révolutionnaire. Produit marketing. C'est quelqu'un quand même
qui a réussi à faire croire que son expédition en Égypte c'était un turbo banger alors qu'il s'est échappé sur une pirogue. Je caricature, hein, je trouve même pas d'ailleurs exactement ça, mais en tout cas c'est une grande arnaque. Ambition, je n'en détaille pas, évidemment, conquérir l'Europe, et crédibilité perçue, bon bah c'est quelqu'un qui a été chef de l'État. Voilà, empereur même. Donc j'aimerais bien que, bah en fait si un Xavier Niel demain faisait du contenu sur le business, mais de façon aussi intense que ce que The Family faisait, eh bien, peut-être qu'on aurait un successeur à The Family. Voilà, je vous embrasse, abonnez-vous si vous aimez bien, et je vous donnerai dans une prochaine vidéo, peut-être. Peace.